Bonjour chers élèves et bienvenue dans un problème où on va parler un peu du mouvement d'une particule placée dans un champ magnétique B et dans un champ électrique E. Donc on va voir un peu l'effet d'un champ électrique et l'effet d'un champ magnétique sur une particule chargée. Donc voilà le problème. Donc dans tout l'exercice, les ions se déplacent dans le vide et leur poids est négligeable. Donc bien sûr, quand on étudie les particules chargées, souvent on ne tient pas compte du poids. On cherche à identifier, donc l'objectif, vous allez voir, c'est d'isoler les isotopes. Donc dans la chambre d'ionisation, donc ça c'est une chambre d'ionisation, ok, d'un spectrographe de masse, les atomes d'hydrogène sont transformés en ions H+. Pardon, chambre d'ionisation c'est avant, c'est ici. Donc déjà ici, les atomes sont transformés en H+. Ensuite, H+, ici, il va pénétrer dans une région où existe un champ électrique avec une vitesse nulle. D'accord? Avec une vitesse quasiment nulle. Chaque ion de masse M sort de la chambre d'ionisation avec une vitesse quasiment nulle. Donc ça veut dire ici, on suppose que la chambre, bon, s'il n'est pas représenté dans l'exercice, voilà la chambre d'ionisation. Là, il a juste l'hydrogène en proton H+, il ionise l'hydrogène. L'hydrogène, il va rentrer dans cette source, ce trou-là. On suppose qu'il pénètre dans cette source avec une vitesse nulle V0. Et d'entre P1 et P2, c'est une différence de potentiel. Donc on va voir que l'électron va être accéléré. Bien. Voilà, donc c'est une tension V de P1 moins V de P2 qui est, on va voir, qui est positif, de valeur réglable. Ces ions sont ensuite divisés entre E et C par un champ magnétique uniforme. Une fois qu'ils arrivent au point E, ils vont être soumis à un champ magnétique B, qui est perpendiculaire au plan de l'écran et dirigé vers le bas. Voilà, et on va étudier le mouvement de ces protons dans ce champ magnétique B. Et enfin, recueillis à l'entrée fixée d'un collecteur à la sortie du champ magnétique. Donc, ils vont avoir un mouvement de rotation dans le champ magnétique B. Ensuite, ils vont être collectés au point C. Donc, vous allez voir, l'objectif, c'est quoi? C'est en fait, en changeant la différence de potentiel P, chaque isotope va avoir un rayon différent. Et donc, on va voir qu'on peut isoler les isotopes par ce dispositif. Il me semble c'est ça l'objectif, on va voir. Donc voilà, donc enfin collecter les champs magnétiques. Et voilà, donc question. Établir en fonction de la charge Q, de la différence de potentiel ici qui existe là, U, la vitesse V avec laquelle un ion d'hydrogène pénètre en E dans le champ magnétique B, donc avec laquelle il va pénétrer ici. Donc en fait, c'est la même avec laquelle elle va sortir ici. Donc il faut déterminer juste la vitesse avec laquelle elle va sortir de la fente F, parce que ici la somme des forces est égale à 0. Deuxième loi de Newton, si la somme des forces est égale à 0, et si la particule est en mouvement, il est en mouvement rectiligne uniforme. Bien. Donc montrer, une fois qu'il arrive au point E, donc une fois qu'on va déterminer cette vitesse, on va montrer que la trajectoire est un arc de cercle de centre O. On vous dit montrer que la portion ES de la trajectoire de chaque ion est un arc de cercle de centre O et de rayon R. On exprimera le rayon en fonction de Q, de la vitesse V et du champ magnétique B. Du champ magnétique B de la masse M en fonction de KQB de l'intensité U et M. Voilà, donc on va exprimer ça en fonction de ces grandeurs-là. Ensuite, on va établir la durée de la traversée de l'espace champ magnétique par les ions, c'est-à-dire quel est le temps qu'on va mettre le proton entre E et S. Et cet angle-là, on va l'appeler bêta. Voilà, en fonction de l'angle bêta qui est égal à OS. Ensuite, la chambre d'ionisation contient un mélange d'isotopes d'hydrogène. Tous les isotopes, ce sont des atomes de même Z, mais de nombre de masses différents. Tous les ions que l'on veut recueillir dans le collecteur doivent suivre le même trajet. Donc, voilà, quels que soient les isotopes, il va suivre le même trajet I, F, E, S et ainsi de suite. Pour recueillir les autres isotopes de l'hydrogène dans le collecteur, on sait, suivant le même trajet. Donc on va voir, je disais que le rayon va dépendre de la masse. Donc pour que
tous les isotopes suivent le même schéma, donc il faut jouer sur la différence de potentiel. D'accord? Donc pour un certain potentiel U1, par exemple, l'isotope H1 va arriver, et pour récupérer le deutérium, qui est un autre isotope, il faut changer la différence de potentiel U. Et on vous dit qu'il faut donner à la tension réglable les valeurs comprises entre U1 et U2 pour récupérer les deux autres isotopes. À partir de cela, on déduire les valeurs des nombres de masse des autres isotopes d'hydrogène. On vous donne une unité de masse atomique qui est égale à 1,66 10-27 kg. Dernière question, les points E, F et E se trouvent sur une même droite. Établir cette relation-là. Avec D, c'est la distance FC. Donc, comme d'habitude, je vous conseille toujours de télécharger le sujet dans la description de la vidéo, de le bien travailler avant de regarder le corriger. Bien. Avant de parler de ce problème, toujours une particule dans un champ magnétique, il faut bien comprendre la notion du produit vectoriel. Parce que je vous rappelle que la force qui s'exerce sur une particule placée dans un champ magnétique, c'est QV vectoriel B. Donc il est donné par un produit vectoriel. Donc si je prends deux vecteurs A et B, je calcule A vectoriel B. Donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire à A, perpendiculaire à B, c'est-à-dire perpendiculaire au plan formé par A et B. Ensuite, quelle est sa direction? Si je veux A vectoriel B, vous tournez A vers B, ou bien la règle de la main droite, vous allez voir le pouce, il va être vers le haut. Si par exemple, vous calculez B vectoriel A cette fois-ci, B vectoriel A, ça va être vers le bas. Je tourne B vers A et vous allez voir le pouce va être dirigé vers le bas. Donc A vectoriel B, il est perpendiculaire à A et il est perpendiculaire à B. Ça veut dire tout simplement que A scalaire A vectoriel B va être égal à quoi? Va être égal à 0, produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires. La même chose, B scalaire A vectoriel B, c'est toujours nul. Bien. Revenons à l'exercice. Donc vous avez ici une chambre d'ionisation. On suppose que le proton arrive ici avec une vitesse V égale à 0 et il va être accéléré. Donc pour que le proton soit accéléré, ça peut être une question préliminaire, quel est le signe de la différence de potentiel? Bien sûr, vous savez que la force qui s'exerce sur une particule, cette fois-ci dans un champ électrique, c'est Q fois E. Comme pour le proton, Q est positif. Pour que la force soit accélérée, le champ électrique doit être dirigé dans ce sens. Comme ça, la force va être dirigée dans ce sens-là. Donc, pour calculer la vitesse avec laquelle elle va sortir ici, je vais utiliser deux méthodes. La première méthode, j'applique juste les lois de Newton. Donc, on a la somme des forces qui est Q fois E est égale à la masse fois l'accélération. Et je vais projeter sur cet axe-là que j'appelle l'axe OX. Vous voyez bien que Q fois E va être égal à la masse fois l'accélération. Ensuite, ça veut dire que l'accélération, donc je disais, donc soit l'accélération, donc l'accélération est égale à quoi? Est égale à Q fois E sur M. Donc vous pouvez déduire la vitesse est égale à Q fois E sur M fois T plus V0 qui est égal à 0. Et donc, X est égal à 1 demi Q fois E sur M fois T carré. Maintenant, pour déterminer la vitesse ici, je vais appeler cette distance-là petit d. Donc, si je donne à x égale à d, je vais déterminer l'instant, le temps qu'on va mettre la particule pour traverser la distance P1, P2. Donc, ça, je le pose égal à d. Donc, t va être égal à quoi? Il est égal à 2m fois d sur q fois e racine carrée. Après, il suffit de remplacer t ici par sa valeur. Donc la vitesse va être égale à quoi? Q fois e sur m, q fois e sur m multiplié par t. T qui est égal à 2d racine carrée de 2d multiplié par m sur q fois e. Donc m sur q fois e. Donc voilà, vous simplifiez. Donc ça, c'est racine carrée de q fois e sur m au carré. Donc la vitesse va être racine carrée
de 2dq fois E sur M. Voilà. Or, c'est quoi la relation entre la différence de potentiel et le champ électrique? Vous savez que U est égal à Q fois E, D fois E plutôt, est égal à D fois E. Voilà, est égal à D fois E. Donc, je peux déduire que la vitesse, on peut avoir aussi une autre expression, D fois E c'est U, de Q fois U sur M. D'accord? Donc, voilà. Voilà l'expression de la vitesse. Ça, c'est la première méthode relativement longue. Mais si vous avez fait la notion d'énergie potentielle et énergie mécanique, vous allez voir, c'est plus facile. On peut appliquer soit le théorème de l'énergie cinétique, donc méthode 2, soit conservation de l'énergie. La force magnétique, c'est une force conservative, ça veut dire conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale, ou théorème de l'énergie cinétique, c'est la même chose. L'énergie potentielle, c'est Q fois V1, potentiel au point P1, plus l'énergie cinétique égale à 0. L'énergie cinétique finale, c'est 1 demi mv au carré est égal à Q fois V, plus Q fois V2 plutôt. Donc 1 demi mv carré est égal à Q facteur de V1 moins V2. C'est égal à Q fois U. Donc ça, c'est tout simplement la variation de l'énergie cinétique. Et ça, c'est l'énergie potentielle, en d'autres termes. Donc V va être directement égal à 2Q fois U sur 2Q fois U sur M. Vous voyez, c'est plus rapide. 2Q fois U sur M, c'est plus rapide que le calcul des lois de Newton. Bien. Donc ça, c'est première question, c'est déterminer l'expression de la vitesse. Maintenant, on nous demande, question 2, donc question 2, 1, 2, voilà. Donc, on nous demande de montrer que la portion de la trajectoire de chaque ion est un arc de cercle de centre O et de rayon R. On exprimera le rayon en fonction de la charge Q, de la vitesse et de l'intensité du champ magnétique B. Donc, c'est une question classique. Comment montrer que le mouvement d'une particule dans un champ magnétique B est un mouvement circulaire? Bien. Donc là, on va profiter justement du fait du produit vectoriel. Vous savez que, c'est quoi? D'abord, comme j'ai déjà précisé, entre, à la sortie entre, donc ça je l'ai dit oralement, ici, voilà. Donc là, on a déterminé ici la vitesse V. C'est ce qu'on a déterminé. Mais entre F et E, il n'y a pas de force. La somme des forces égale à 0. Donc le point va arriver au point E avec la même vitesse V. Donc la vitesse V de E est égale à la vitesse V de F. On a V au point E est égal à V au point F. D'accord? Maintenant, il pénètre dans une région où existe un champ magnétique B. Donc là, je vais représenter ceci par ça. Donc voilà, il pénètre ici avec une vitesse VE. Et le champ magnétique B, il est perpendiculaire. D'accord? Donc la force F est égale à quoi? Est égale à QV vectoriel B. Donc si vous faites QV, V vectoriel B, ce sera une force qui est dirigée dans ce sens-là. D'accord? Bien. Prenons un point quelconque de la trajectoire. Donc là, on va travailler dans le repère de Freinet. Donc l'accélération de le repère de Freinet, l'accélération est égale à gamma normal plus gamma tangentiel. D'accord? Avec gamma tangentiel, par définition, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps suivant la tangente. D'accord? Bien. Or, on a dit le fait que f est égal à QV vectoriel B, d'après les propriétés du produit vectoriel que j'ai dit tout à l'heure, V vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à V, qui est perpendiculaire à B. Donc, ce qui implique que F est perpendiculaire à la vitesse. Or, la vitesse, il est tangent à la trajectoire. C'est-à-dire, si vous prenez F est tangent à la trajectoire. Donc, tout simplement, gamma tangentiel ne peut être que nul. Donc, j'explique ceci. Imaginez, vous avez un mouvement quelconque, curviligne. Vous avez toujours la vitesse qui est perpendiculaire à la trajectoire. La force F, elle est perpendiculaire à V. Donc, si je projette dans le repère de Freinet,
voyez bien que gamma tangentiel va être obligatoirement égal à 0. Parce que la somme des forces est égale à m gamma. Donc vous avez m, la somme des forces, F, est égale à m gamma. Donc si je projette sur la tangentielle, d'accord, F est égal à 0, est égal à m gamma tangentielle. Donc V égale à une constante. Bon, on peut le montrer aussi par le théorème de l'énergie cinétique. Donc la vitesse est égale à une constante. Maintenant, on va projeter la somme des forces égale à m gamma sur la normale. Et vous avez tout simplement sur la normale cette fois-ci, j'avais m gamma normale qui est v carré sur r est égal à la force. Et la force qui est QV fois B, ça en module. En simplifiant par V, on déduit que V est égal à quoi? Que V est égal à Q fois B. Donc V est égal à Q fois B. Pardon, V, je vais simplifier par V. Donc R, QB fois R sur M. Je remplace R par sa valeur. Donc, d'accord, est égal à... Donc, je remplace R par sa valeur. R sur V carrément. Allez, on va remplacer R sur V. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, pardon, ici, c'est R qu'il faut chercher. Donc, R, d'abord, il faut montrer que le mouvement est circulaire. Donc, R est égal, en simplifiant par V, c'est MV sur Q fois B. Or, on a dit V, c'est une constante. La masse, donc, tout ça, c'est une constante. Donc, le mouvement est circulaire. Uniforme. Le mouvement circulaire uniforme. Circulaire uniforme. Voilà. Et on a déterminé... Donc, voilà, on a déterminé l'expression du rayon. Donc, c'est la question, je relis. Donc, voilà. Oups. Voilà, montrer que le mouvement circulaire, qu'est-ce qu'on a? On exprime le rayon. Donc, voilà, le rayon est exprimé. Donc, le rayon est exprimé. Donc, le rayon est égal à mv sur q fois b. Donc, voilà le rayon, le rayon de la trajectoire. OK? Bien. Quatrième question. On nous dit de déterminer, donc voilà, je vous rappelle un peu le schéma, quelque chose comme ça. Donc le mouvement, ici, c'est un mouvement, il va être un mouvement circulaire, voilà. Et on nous dit, donc vous avez ici E et vous avez ici S. Quel est le temps? Le temps taux qu'on va mettre la particule de traverser l'arc de cercle ES. Or, vous savez que la vitesse, c'est la distance sur le temps. La distance, c'est l'arc ES sur le temps. Sur taux, c'est ce qu'on cherche. Or, l'arc d'un cercle, c'est le rayon fois l'angle. Et ici, on vous dit cet angle, c'est delta. Donc, c'est égal à rayon fois delta. Donc, je peux déterminer taux est égal à le rayon fois delta divisé par la vitesse. Voilà. Or, R sur V, je peux les déduire à partir de cette relation, c'est égal à M sur Q fois B. Donc, ce qui implique que taux est égal à donc R sur V, donc delta multiplié par M sur Q fois B. Donc, voilà pour ce qui concerne taux. Bien. Bon, la question suivante, c'était de faire une application numérique pour déterminer le rayon de courbure. Bon, là, j'ai réécrit rapidement. Donc, vous avez MV, le rayon, c'est MV sur Q fois B, et on avait montré que V est égal à ça. Donc, vous remplacez V ici par sa valeur, et vous allez trouver cette expression. Donc, pour l'application numérique, donc le champ, il est en Tesla. M, il faut l'exprimer en kilogrammes. Donc, on vous dit la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme, 10-3 kg. Donc, la masse d'un proton, d'un atome, hein, c'est 1 divisé par le nombre d'Avogadro. Et puis là, c'est la différence de potentiel, et ça, c'est la charge. Et ça, vous allez trouver un rayon à peu près de 2,6 cm. D'accord? Bien. Maintenant, on veut que, justement, vous voyez bien que le rayon, il dépend de quoi? Il dépend de la masse. Donc, c'est une fonction de la masse et de la différence de potentiel. Pour un champ fixe, donc le rayon, il dépend de la masse de la particule et de la tension.
Ça veut dire si je change la masse de la particule, normalement, ou la tension, le rayon va changer. Donc la trajectoire va changer. On veut, nous, on va voir qu'est-ce qu'on fait normalement. On fait changer, on change la valeur de cette différence de potentiel pour voir quelle est la valeur. Donc on revient ici. Là, ici, vous avez plusieurs isotopes. En fait, vous avez les isotopes H1, H2 et H3. Donc on a traité H1. Donc vous avez deux autres isotopes. Donc normalement, si je garde la même différence de potentiel, chaque isotope va avoir un rayon de trajectoire différent. Qu'est-ce qu'on fait? On règle la différence de potentiel de façon que, en changeant la différence de potentiel, on voit que le minimum pour récupérer le proton, ce sera une tension U1 et le maximum, ce sera une tension U2. Et à partir de ces tensions-là, on va déterminer les deux autres isotopes. D'accord? Donc, on va essayer de chercher ou bien d'exprimer quelle est la relation entre la tension U1 et le rayon de courbure. Donc là, on l'a déjà exprimé. Donc voilà, je reviens ici. Voilà, on peut partir. Donc je rappelle un peu l'expression de rayon de courbure qu'on avait obtenu. Donc le rayon, c'était quoi? Le rayon, c'était 1 sur B. Donc on vient de montrer que le rayon, c'est 1 sur B, racine carrée de 2m fois U sur Q. Quelle est la masse d'un isotope A? Donc, c'est le nombre de masses multiplié par le numéro atomique. Donc, un isotope, il contient 2 protons, 2 neutrons. C'est à peu près la masse d'un isotope. C'est le nombre de masses en kilogrammes multiplié par l'unité de masse atomique. Donc, vous allez avoir deux isotopes. Vous allez avoir l'isotope 1 qui va avoir A1 fois U. Et l'objectif, c'est de chercher A1. L'isotope M2 va avoir A2 fois U. Donc, pour chaque A1, donc, on va déterminer la valeur U correspondante. On connaît la valeur U correspondante. Et autrement dit, on a deux tensions. On a U1 et U2. Et on va déterminer A1 et A2. Donc, je vais exprimer justement A1 en fonction de R. Donc, on va établir R au carré est égal 1 sur B au carré multiplié par 2, et je vais remplacer petit m par A, I fois U. I, ça va être l'indice 1 et 2. Donc, fois l'unité de masse atomique, donc AU fois petit u. Attention à ne pas confondre U et la différence de potentiel sur Q. Voilà. On est d'accord. Donc, voilà, j'ai remplacé. Maintenant, on va déterminer A1. Donc, AI, ça va être égal à quoi? AI va être égal à Q fois R au carré fois B au carré sur 2 fois U, l'unité de masse atomique, fois la différence de potentiel. Donc, voilà la formule qu'on va utiliser pour déterminer les nombres de masse. Donc, il suffit de donner à R, à U la valeur donnée, et R, bien sûr, R c'est toujours le même, R il ne va pas changer, on dit on garde la même trajectoire, donc le rayon c'est toujours 2,6, lui, il ne va pas changer. Donc voilà, je rappelle l'énoncé, il faut avoir l'énoncé devant soi. Vous voyez, pour recueillir les autres isotopes dans le collecteur sur le même trajet, donc le rayon ne change pas, donc on va garder le même rayon qu'on a calculé dans la première question. Donc plus exactement, le rayon qu'on a trouvé, c'était combien? C'était à peu près 2,6, mais là il faut prendre la valeur exacte. Le rayon, donc le rayon du cercle, c'était 2,58 cm. Travailler avec ça dans l'application numérique. Et il faut régler U1 compris entre, donc pour l'isotope l'isotope 1, on va prendre U1 égale à 2675, et pour l'isotope U2, on va prendre U2 tout simplement 5350. Et en remplaçant dans l'expression qu'on a déterminée, on va déterminer A1 et A2. Et si vous faites des applications numériques correctes, vous allez trouver A1 2,99 plus exactement, vous allez trouver A1 égale à 2,99, c'est de l'ordre de 3. Donc A1 est égal à 3, et bien sûr, même calcul pour A2, et A2 est égal à 2. Donc l'isotope deutérium et tritium, ce qu'on appelle deutérium
et trission. Bien. Dernière question, expression de la fameuse distance D. Donc là, on a besoin un peu de quelques petits calculs, juste de géométrie. Donc d'abord, sur le schéma, je reviens ici, vous voyez bien que, bon là, on va représenter, voilà, voilà à peu près, et là, la distance D qu'on cherche, c'est cette distance-là. Ça, c'est le rayon. Vous voyez bien que cet angle-là, que j'appelle θ, et θ, donc 2θ plus β égale à cet angle, c'est β. Donc, vous voyez bien que 2θ, tout cet angle-là, c'est pi. Donc, θ plus β égale à pi. Donc, vous allez démarrer avec ça. Allez, je me remplace ici. Donc, j'ai, d'après le schéma, d'accord, j'ai d'après le schéma, pardon, donc pi est égal à bêta plus 2θ. Donc, θ est égal à pi sur 2, donc moins bêta sur 2. Et cosinus θ, dans le schéma, c'est R divisé par D sur 2. Vous pouvez le voir sur le schéma facilement. Donc, cette distance-là, c'est D, c'est ce qu'on cherche. La moitié, c'est D sur 2, de là à là. Et vous voyez bien qu'au cosinus, c'est R sur 2 divisé par D sur 2. Donc, ça, c'est D sur 2. C'est clair. Voilà. Donc, vous avez déjà D. Donc, cosinus θ est égal à D sur 2. Donc, D qui est égal à 2R sur D. Donc, je peux écrire que D est égal à 2R sur cosinus θ. Or, cosinus pi sur 2 moins θ, c'est sinus θ. Donc, ça sera 2R sinus bêta sur 2. Mais il faut le montrer, il faut l'écrire sous la forme qu'on vous demande. Donc, il faut faire apparaître 1 moins. Bon, là, il faut apparaître. Il me fait des insertions avant, mais ce n'est pas grave, vous allez suivre. Donc, D égale à 2R sinus bêta sur 2. Mais on va l'écrire en fonction de 1 moins cosinus bêta. Bon, là, il suffit de remarquer que dans les relations trigonométriques, que sinus carré, pour faire, donc toujours regarder dans l'énoncé, on doit apparaître 1 moins cosinus bêta. Or, sinus carré bêta sur 2, par définition, c'est 1 moins cosinus de 2 fois bêta sur 2, c'est-à-dire 1 moins cosinus bêta sur 2. Voilà. Et donc, je peux écrire 2R sur D, 2R sur D, donc 2R sur D est égal à sinus bêta sur 2, c'est-à-dire à sin carré de 1 moins cosinus θ sur 2. Voilà. Donc, D, vous voyez, déjà, ça sera 2R multiplié par racine carrée de 2 sur 1 moins cosinus θ. Bon, après, il suffit de remplacer R par sa valeur. Donc, d'accord, R, c'était 1 sur B. Donc, 2 divisé par B multiplié par racine carrée de 2m fois U sur Q. Donc, ça, c'est R. Et multiplié par racine carrée de 2 sur 1 moins cosinus θ. 2 avec 2, ça va donner 4. Et sur Q facteur de 1 moins cosinus bêta, bêta ici, pardon, bêta, 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 bêta. Et c'est exactement la formule qu'on vous demande de démontrer. Donc voilà un peu ce sujet. Donc tout ce qui est problème particulier dans un champ magnétique, suffit juste de faire attention à bien utiliser la notion du produit vectoriel. Donc ça veut dire ici, je vais résumer. Mettons, voilà, et maintenant, vous avez ici une particule qui arrive ici. Vous avez deux situations avec une vitesse v. Et supposons que le champ magnétique dans cette région il est perpendiculaire. Donc là, c'est Q est positif, donc on va traiter Q est positif. Donc QV va avoir la même direction que B, et donc Q est positif. Donc vous faites QV vectoriel B, QV vectoriel B, vous allez voir un mouvement circulaire vers le bas. Donc ça, c'est la charge Q est positive. D'accord? Donc bien sûr, c'est Q vers le haut. Donc QV vectoriel B. Si Q est négatif, pardon, donc on va écrire ici Q positif. Si Q est négatif, V il est dans ce sens, mais QV va être dans ce sens, parce que la charge est négative. B est vers le haut. Donc ça veut dire que vous allez avoir une force vers le haut. Donc ça veut dire tout simplement que le mouvement circulaire va être dans l'autre sens. Donc voilà les deux situations possibles. Donc Q positif et Q négatif. Voilà.
pour ce problème qui apparaît a priori un peu difficile, mais vous allez voir, vous avez vu que suffit d'appliquer correctement les lois de Newton, bien savoir les types de forces appliquées, savoir projeter dans le repère de Freinet pour ce qui concerne le champ magnétique. Bien sûr, on peut utiliser le repère cartésien aussi. Voilà, il vous reste juste à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo. Merci pour votre suivi et à très bientôt.